Nouvelle vidéo sur la Troisième République et cette fois-ci on termine la partie 2 sur l'enracinement de la République avec comme principal sujet les crises dangereuses que la République a traversées pendant la période 1880-1914 et qu'elle a à chaque fois surmontées. Donc déjà, qu'est-ce qu'on appelle une crise? Une crise, c'est finalement assez simple, c'est tout simplement quand la situation est mauvaise et dangereuse. Alors n'oublions pas que si aujourd'hui à peu près tout le monde en France est républicain, il y a très peu de gens qui souhaitent un retour de la monarchie. Il y a un peu plus de 100 ans, ça n'était pas le cas. On avait vu dans la partie précédente, sur les années 1870, que les monarchistes étaient encore très nombreux, mais on peut dire que dans les années 1880, ils sont en recul, et c'est vrai qu'on ne voit pas très bien quel autre régime que la République on pourrait avoir. Ça n'empêche pas les contestations. Alors, un exemple assez connu, c'est ce qu'on appelle la crise boulangiste, du nom de ce personnage que vous voyez à l'image actuellement, et qui est le général Boulanger. Alors, c'est un militaire, et c'était aussi le ministre de la guerre dans les années 1880. Il était très populaire parce que c'était quelqu'un qui n'arrêtait pas, par exemple, de stimuler un peu les Français autour du thème de la revanche contre l'Allemagne. On avait perdu une guerre contre l'Allemagne en 1870, perdu les départements d'Alsace et de Moselle à cette occasion, et si vous voulez, l'idée de revanche était assez forte. Sauf que le général Boulanger, il trouvait que la Troisième République, avec son régime parlementaire, où les députés avaient l'essentiel du pouvoir, c'était peut-être un régime qui n'était pas assez fort pour bien organiser cette revanche et cette future guerre. Et en fait, le général Boulanger, il s'est retrouvé un petit peu à la tête d'un mouvement qui rassemblait tous ceux que la Troisième République rebutait. Si vous regardez cette image ici, on voit le général Boulanger qui est sur le point de prendre la Bastille, comme les Français l'avaient fait en 1789. Donc évidemment, quand on publie un dessin comme cela en 1889, tout le monde comprend la référence, c'est le centenaire de la prise de la Bastille. Sauf que cette fois-ci, si vous voulez, la Bastille sur l'image représente non pas la vraie Bastille, celle du roi, mais le Parlement, l'Assemblée. Et la thématique, c'est que tous ces députés, en tout cas beaucoup de ces députés, de ces hommes politiques, sont des pourris, des gens corrompus, des gens malhonnêtes, alors que ce général qui représente l'armée, qui représente une France très patriote, une France de gens amoureux de la France, il est capable de proposer un meilleur régime et un meilleur gouvernement que ces députés-là. Et donc Boulanger, sa stratégie c'était de souvent se présenter à des élections, d'être élu et puis de démissionner tout de suite, simplement pour qu'à chaque élection, ça lui fasse en quelque sorte une publicité. Et l'histoire s'achève assez rapidement, puisque le général Boulanger a failli prendre la tête d'un coup d'État, c'est-à-dire un complot de l'armée pour renverser la République et prendre le pouvoir. Et il a hésité, et pendant qu'il hésitait, il a fini par être menacé par la police. Il s'est enfui du pays comme traître, et puis il s'est suicidé en Belgique en 1890. Donc pas de renversement de la République ici, mais quand même une crise qui montrait qu'il y avait un danger et que certains Français pouvaient vraiment être derrière et soutenir quelqu'un qui voulait changer de régime. Alors d'autres types de personnages qui voulaient changer de régime politique, mais avec des objectifs complètement différents, c'était les anarchistes, dans les années 1890. Alors qu'est-ce que ça veut dire être anarchiste? Être anarchiste, ça veut dire être contre toute forme de pouvoir politique, et notamment dans la fin du XIXe siècle, c'est penser que même la Troisième République, ça n'est après tout qu'un régime qui permet aux riches, à la bourgeoisie, d'exploiter les pauvres. Et donc les anarchistes étaient des gens très radicaux qui, pour certains, parce qu'ils refusaient toute autorité, pouvaient se montrer violents. Alors, la plupart des anarchistes n'étaient pas violents, mais certains l'étaient.
Et on a quelques exemples célèbres, comme un anarchiste qui s'appelait Édouard Vaillant et qui a fait exploser une bombe dans l'Assemblée nationale, on le voit illustré ici. Un autre qui a assassiné le président de la République en 1894, le président Carnot, qui était originaire de Limoges. Et vous savez peut-être qu'il existe une place Carnot à Limoges qui commémore ce président de la République assassiné. On voit ici une illustration de son assassinat. Donc 3 années assez violentes où cette contestation anarchiste est présente dans les actualités, mais encore une fois, pas de renversement de la République. Et la crise la plus grave et la plus célèbre, elle est aussi assez compliquée, c'est l'affaire Dreyfus. Alors vous avez peut-être entendu cette expression, il y a eu un film récemment qui est à nouveau sorti et qui faisait, qui était une version romancée un petit peu de l'affaire Dreyfus, qui s'appelait J'accuse. Donc, qu'est-ce que c'est que cette affaire Dreyfus si célèbre en France ? C'est à la base une affaire d'espionnage, c'est-à-dire que en 1894, les services d'espionnage français, les services de renseignement, un petit peu l'équivalent français de la CIA aux États-Unis, découvrent dans une poubelle à l'ambassade d'Allemagne un document qu'on appelle le bordereau, que vous voyez ici, où en fait on se rend compte que quelqu'un dans l'armée française trahit le pays et fait passer des renseignements militaires à l'Allemagne. C'était sur des nouveaux canons qui devaient être fabriqués par les Français. Bon. Il y a une enquête qui est menée et assez rapidement on trouve un coupable qui est le capitaine Alfred Dreyfus. Il est arrêté parce qu'on trouve que son écriture ressemble beaucoup à celle du bordereau. Et puis il a 2 caractéristiques dans son identité qui font de lui un coupable idéal. Premièrement, il est né en Alsace, et donc l'Alsace est à ce moment-là allemande, donc on se demande s'il n'a pas des sympathies pour les Allemands pour cela. Et la deuxième raison, c'est qu'il est juif, il n'est pas catholique, et il fait partie de cette petite minorité de Français juifs qui était présente en France depuis des siècles et des siècles, mais qui ont souvent été rejetés par d'autres catégories de la population. Et notamment, dans l'armée, il y a beaucoup de gens très conservateurs, très catholiques, et qui, pour cette raison, sont antisémites, n'aiment pas les juifs. Alors, personne n'est vraiment triste au début de cette arrestation. Tout le monde est convaincu que ce type est en plus un juif, puisque voilà, beaucoup de gens sont antisémites en France. Ce type est probablement le coupable. Et au début, finalement, je dis que c'est l'affaire Dreyfus qui commence, mais elle n'a pas vraiment commencé, puisque tout le monde s'en fout. Ce personnage est arrêté, il se défend assez mal, mais il continue de dire qu'il est innocent, et il est exclu de l'armée. C'est une cérémonie qu'on appelle la dégradation, que vous voyez illustrée ici par le fait qu'on brise son épée. Et il est même emprisonné à l'autre bout du monde, en Guyane, sur l'île du Diable, dans des conditions absolument horribles, puisqu'il ne peut voir absolument personne, il est isolé sur une toute petite île. Bref, on lui fait méchamment payer d'avoir trahi la France. Bon, sauf que c'est pas lui. Il est absolument innocent, l'histoire l'a prouvé depuis, et sa famille se bat pour essayer de prouver son innocence. Tout va basculer en 1898. L'enquête a été poursuivi. Ça fait 2 ans que beaucoup de gens commencent à comprendre qu'il y a eu une erreur judiciaire et que le tribunal, c'était un tribunal militaire, hein, c'est-à-dire que les juges étaient eux-mêmes des militaires, avaient condamné ce Dreyfus par erreur. On a même trouvé le vrai coupable. Il s'agissait d'un autre officier qui s'appelait Esterhazy et qui en fait vendait des informations à l'Allemagne parce que c'était quelqu'un qui jouait beaucoup au jeu d'argent et qui avait énormément besoin d'argent. Et on fait même un nouveau procès où cet Esterhazy est acquitté et où Dreyfus est à nouveau condamné. Alors en fait, à l'occasion de ce deuxième procès, on avait même fabriqué de faux documents pour le faire accuser. Bref, l'armée ne veut absolument pas reconnaître son erreur. C'est à ce moment-là que l'écrivain Émile Zola, qui est un écrivain très très connu à l'époque, est intéressé par cette affaire. La famille de Dreyfus le prévient de ce qui se passe et il décide qu'effectivement c'est très injuste et qu'il ne veut absolument pas vivre dans un pays où l'armée condamne des innocents.
C'est la raison pour laquelle il écrit un article dans un journal célèbre de l'époque, et l'article s'appelle J'accuse. C'est une lettre ouverte au président de la République. Alors une lettre ouverte, ça signifie que on écrit une lettre, mais on la publie dans la presse pour bien montrer à tout le monde ce qu'on dit. Et Émile Zola, dans cette lettre, accuse en gros l'armée d'avoir fait condamner un innocent afin de ne pas admettre qu'elle avait fait une erreur et ne pas s'affaiblir. Donc il trouve que c'est absolument horrible, puisque ça va à l'encontre des droits de l'homme, et notamment du droit à avoir un procès équitable et à ne pas être privé de liberté pour rien. Et en fait, en faisant cela, Émile Zola a une stratégie. Son idée, c'est que le procès de Dreyfus, tout le monde s'en fout en France, mais s'il y avait un procès Émile Zola, là, ça intéresserait tout le monde. Et en fait, en écrivant une lettre où il accuse l'armée d'avoir menti, il sait très bien que lui-même va être jugé pour avoir attaqué l'armée, pour avoir, comme on dit, diffamé l'armée. Et c'est ce qui se passe. Lui, il est obligé de partir en exil en Angleterre. Et il y a un nouveau procès, mais cette fois-ci, tout le monde est intéressé. Et la France se divise en deux, avec d'un côté des gens comme le député socialiste Jean Jaurès, qui défendent Dreyfus, et qui, au-delà de défendre Dreyfus, on appelle ces gens-là les Dreyfusards, défendent l'idée qu'il faudrait que la République respecte avant tout les droits de l'homme, la liberté, plutôt que de protéger l'armée. Voilà, ils trouvent que ça serait vraiment devenir un régime horriblement dictatorial que de pouvoir faire condamner des innocents au nom de la puissance de la France et du fait qu'il ne faille pas affaiblir l'armée. Ils pensent aussi, les Dreyfusards, que les Juifs sont des Français comme les autres et doivent être protégés comme les autres. Ils ne pensent pas que la France doive être absolument catholique. Ce sont des gens qui pensent que toutes les religions ont le droit d'exister en France, y compris la religion des Juifs. Donc, on a ces Dreyfus. Et en phase 2, il y a le camp qu'on appelle anti-Dreyfusard et qui est en fait plus puissant. C'est-à-dire que les gens qui sont persuadés que Dreyfus est coupable et que même s'il est innocent, eh ben, il ne faut surtout pas le déclarer innocent parce que ça serait affaiblir l'armée et que cela affaiblirait la France au moment où on doit bientôt se battre contre l'Allemagne, etc. Et bien ces gens-là, les anti-Dreyfusards, ils sont en fait pratiquement plus nombreux. Un des anti-Dreyfusards célèbres, c'est un écrivain que vous voyez ici vêtu avec son costume d'académicien. C'est-à-dire qu'il est membre de l'Académie française. Il a une espèce de position très très respectable. Il s'appelait Maurice Barrès. Et bon, c'est vraiment le prototype du personnage raciste, mais à une époque où beaucoup de gens sont racistes. Plus exactement ici antisémites. Dans ce texte célèbre dont je ne vais lire qu'une ligne, c'est la dernière du premier paragraphe, vous allez voir quelle est cette idée-là. Que Dreyfus est capable de trahir, je le conclus de sa race. Et il pense à la race juive, comme si la race juive existait, ce qui est faux. Donc, si vous voulez, pour Barrès et les autres, les Juifs ne doivent pas appartenir à la nation française. Ils sont par définition des traîtres. Ce sont des gens qui existent dans un peu tous les pays et qui donc ne sont pas des patriotes. Et donc, pour Barrès et pour d'autres, hein, puisque parmi les anti-Dreyfusards, vous avez un autre journaliste célèbre de l'époque qui est Édouard Drummond, qui est une espèce de Éric Zemmour de l'époque, si vous voulez, extrêmement raciste et polémique. Et puis aussi des artistes connus comme, attention, c'est un peu la honte, Auguste Renoir, le peintre, qui se dit lui aussi anti-Dreyfusard. Et bien tous ces gens-là, si vous voulez, leurs idées, c'est que pour eux, l'honneur de l'armée est beaucoup plus importante que les droits de l'homme. Et pour eux, les gens non catholiques n'ont pas vraiment leur place en France. Et à dire vrai, les anti-Dreyfusards trouvent que l'Église catholique ou l'armée française sont des institutions plus respectables et plus importantes que les institutions politiques républicaines. Donc on n'est pas très loin d'être anti-républicain quand on est anti-Dreyfusard. Et image célèbre de l'époque, tout le pays se divise un peu autour de cette question de l'affaire Dreyfus. Vous avez ce célèbre dessin de presse, un dîner en famille, où sur la première image on dit surtout ne parlons pas de l'affaire Dreyfus, et sur la deuxième, bon, ils en ont parlé. Et voilà comment un pays se divise sur une question, sur une question politique.
Pour vous donner un peu une idée de la violence des propos qui sont tenus à cette époque-là, je voudrais lire avec vous ce texte d'Édouard Drummond, donc le journaliste antisémite et qui était fier d'être antisémite, et qui disait des choses comme, alors bon, je vais lire tout le texte, parce qu'il est tellement ignoble qu'il en est drôle presque. L'affaire Dreyfus a permis à tous les huguenots, donc c'est les protestants, les chrétiens non catholiques, à tous les juifs allemands ou hongrois entassés dans l'université, de jeter le masque qu'ils avaient cru devoir garder quelque temps, de se soulager publiquement, de cracher le venin qui était en eux, de nous livrer le fond de leur âme. Alors se soulager publiquement, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est une image extrêmement vulgaire. Dans un élan instinctif, tous ces cosmopolites se sont attelés à la fois à l'œuvre d'infamie et de trahison, et on a vu se manifester au dehors tout ce qu'il y avait en eux de haine contre la France, sa gloire, ses traditions, tout ce qu'il y avait de tendresse longtemps dissimulée pour la grande et chère Allemagne. Petite explication, ce qu'il appelle les cosmopolites, pour eux c'est des gens qui n'ont pas de pays, pas de patrie, donc là ils pensent aux juifs, et il les accuse d'être pour l'Allemagne plus que pour la France. Donc, ceci est vraiment bête et méchant. Pour que l'œuvre de destruction fût complète, il fallait encore détruire l'armée. Donc il y a l'idée que l'affaire Dreyfus est une espèce de complot des Juifs pour affaiblir l'armée. C'est une théorie du complot, on appellerait ça comme ça aujourd'hui. Les Juifs y ont à moitié réussi. Ils ont porté un coup terrible à cette organisation militaire née avec la Troisième République, appropriée à nos mœurs actuelles que notre chauvinisme avait adoptée et dans laquelle il avait mis ses amours, ses espérances, ses illusions peut-être. Bon, tout sur la fin, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a ici un texte d'une rare violence et d'une grande bêtise, et pour rester dans la bêtise, je vous propose de voir cette caricature qui montre Émile Zola en train de souiller la France, la carte de France, avec un produit intitulé Caca International. Là, il y a l'idée qu'à vouloir défendre quelque chose d'international comme les droits de l'homme, eh bien, on affaiblit la France. Et donc Zola est représenté comme un cochon. Voilà le niveau des idées de certains à l'époque. Et en 1899, à un moment où il y a un nouveau procès de Dreyfus, où il est à nouveau condamné sans aucune preuve, c'est une totale mascarade, eh bien, les anti-Dreyfusards, menés ici par un autre homme politique qui s'appelle Déroulède, tentent même d'organiser un coup d'État avec certains généraux et faire en sorte que l'armée prenne le pouvoir en France. Ça rate lamentablement et ça provoque chez les députés de l'Assemblée nationale française l'envie de vraiment se regrouper tous ceux qui sont Dreyfusards, tous ceux qui sont pour la défense de la République, derrière un gouvernement très très large, où il y a des gens de plein de partis politiques différents, qu'on appelle le gouvernement de défense républicaine. Et ça marque, si vous voulez, la victoire du camp Dreyfusard contre les anti-Dreyfusards. Donc on considère que cette crise qui a amené la France au bord de la révolution, alors d'une révolution d'extrême droite, hein, ça aurait été, eh bien, a finalement renforcé la République en réaffirmant que les droits de l'homme étaient plus importants que l'honneur de l'armée, par exemple. En effet, Dreyfus finalement est gracié par le président de la République, et puis finalement en 1906, il est totalement réhabilité, c'est-à-dire qu'on le réintroduit dans l'armée et on reconnaît qu'on a fait une erreur. Donc, à retenir dans cette partie, en surmontant ces crises, la République s'est renforcée et a affirmé ses valeurs, la démocratie parlementaire, le maintien de l'ordre, la défense des droits de l'homme, liberté, égalité et les autres, et la laïcité, puisque, si on fait le lien avec ce que j'ai dit précédemment, après l'affaire Dreyfus, c'est là où il y a le processus qui mène à la loi de séparation de l'Église et de l'État, où on cherche vraiment à affaiblir l'influence de l'Église catholique dans le pays. Et voilà une frise chronologique qui résume un petit peu et qui met dans l'espace les différents moments que j'ai évoqués dans le cours, donc ce seraient des dates à retenir.